Bonjour, alors mon nom est Roger Sarrazin, je suis informaticien. En fait, je suis enseignant en réseautique. La réseautique, c'est ce qui fait marcher les réseaux et ça inclut le fil et le sans-fil, la fibre optique et tous les modes de communication, tous les types de signaux on peut utiliser pour envoyer des signaux numériques. Et j'ai joint le RESQ, section Laurentide en particulier, il y a quelques années. C'est le rassemblement? Rassemblement pour les électrosensibles, les électro-hypersensibles du Québec. Il y a la version ou la section provinciale de ça, puis il y a la section pour les gens des Laurentides où on fait des réunions une fois par saison. Et bon, les réunions, c'est plus ou moins formel. Les gens, au début, comptent leur expérience. On a 5 minutes à peu près là, pour parler de soi. On fait un tour de table, puis après ça, il y a des sujets qui sont amenés. Mais commençons avec ça. Ton expérience à toi, tu es devenu légèrement hypersensible quand? Oui, moi, ça a commencé, en fait, comme j'enseigne, je suis enseignant, les étudiants à l'école où j'enseigne, sont arrivés à un moment donné parce qu'il n'y avait pas le choix, il fallait qu'ils achètent des ordinateurs portables. C'était la directive de la direction, comme ça commençait à se faire dans les autres écoles. Donc, à partir de ce moment-là, les étudiants arrivent avec les portables. En quelle année? On était en 2006-2007 environ. Puis avant ça, tout le monde était câblé avec des Tout le monde était, ouais, Ethernet. C'est ça, câble Ethernet et ordinateur fourni par l'école. Fait qu'il y avait pas de... Il y avait quelques étudiants qui avaient des portables, là, mais on n'avait pas le système encore pour le Wi-Fi à l'école. Le système a été installé, et puis là, ben, les ordinateurs de l'école ont été enlevés parce que les étudiants arrivaient avec les portables. L'idée, c'est que le portable est portable. Donc, il arrive à l'école, il a ses travaux, il s'en va chez eux, il peut faire encore ses travaux. Ce qui était plus difficile à faire avec le mode plus fixe. Mais ce qui est arrivé, c'est que le portable a amené aussi le sans-fil. Parce que l'industrie pousse le sans-fil beaucoup. Dans les portables, ta carte réseau est toujours active. À moins que tu la désactives. C'est pas l'inverse. Donc, les cartes réseau essaient de se connecter. Le point de Wi-Fi était là. C'est le Wi-Fi, on peut l'éteindre facilement. Oui, c'est sûr. Mais tout est fait pour que ça marche par défaut. C'était un groupe de première session. Et un assez gros groupe, là. On était, je sais pas, 22, 23 personnes. Et là, ils sont là et ils rouvrent le portable. Puis là, moi, je commence à enseigner, je donne mon cours. Je parlais de l'adressage IP, le binaire, les et logiques et tout ce qu'il faut faire. Puis tout à coup, je commence à filer vraiment bizarre. Une pression ici, là, comme une main dans le cerveau, une pression ici dans la poitrine. Deux en même temps. Qu'est-ce que c'est ça? Je perds la mémoire un peu, je perds le fil de ce que je suis en train de dire. Je finis par finir jusqu'à la pause. Je sors de la classe, je m'en vais aux toilettes, je rince le visage un peu, je m'en vais à la cafétéria, je prends un jus. Ça finit par se placer. Je remonte en classe, 10-15 minutes plus tard, pas long, ça a pris même pas 5 minutes. Je recommence à ressentir ça. Je me dis, wow, là, c'est étrange. Ça, c'était le début de l'année, ça? Oui, c'était ça faisait session 1. Combien d'années que tu enseignais? Moi, j'enseigne depuis... Ça fait 40 ans que j'enseigne, mais pas en réseau, là, mais je suis un enseignant de longue date. Mais en réseau, ça faisait une bonne dizaine d'années que j'enseigne à ce moment-là. Clairon, l'effet nocebo. Là. Il y en a qui disent que c'est la peur des ondes quand les gens ont des symptômes. Qu'est-ce que tu réponds? Moi, j'avais peur de rien. C'est mon domaine. Alors, fibre optique, guide d'onde, radiofréquence, pour moi, c'est une façon de transporter des signaux numériques comme une autre. Je n'avais aucune raison de suspecter quoi que ce soit avec ça. Avais-tu entendu parler de l'électrosensibilité avant ça? Il y avait une étude que j'avais lue sur les électriciens. C'était un pays nordique, c'est-tu Finlande ou l'autre, qui cherchait à savoir pourquoi il y avait un plus haut taux de suicide chez les électriciens, pour les monteurs de ligne en particulier, pas les électriciens, les monteurs de ligne, ceux qui sont dehors. Là.
Puis la chercheuse avait découvert que les champs magnétiques des phares, comme il y a autour des lignes à haute tension, diminuent la production de je sais pas quoi, sérotonine et mélatonine. Bon, ça rend dépressif, puis bon, puis qu'il y avait un lien avec ça. Ouais. Bon. Il y a plusieurs études là-dessus. Là. Ouais. Bon, fait que, oui, OK. Mais là, on n'est pas dans le mode, on n'est pas dans les communications, on est dans le transport de la grosse énergie. Communication, les signaux sont tellement faibles, c'est 5 volts dans le fil, tu sais. Puis dans les airs, c'est presque rien non plus, là, comme tel. Tu sais, c'est pas quelque chose. C'est pas des 735 000 kW. Non, non, on est loin. C'est comme un 10 roues et une trottinette. Là. On ne compare pas deux choses pantoute. Pareil. 735 kW, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment différent là, comme puissance. Tu sais. Moi, j'avais aucune raison de suspecter quoi que ce soit. D'ailleurs, dans mon profil de carrière, j'hésitais entre la téléphonie IP en réseau puis le sans fil, le wireless. Parce que c'était ça qui commençait au début des années 2000. Pour différentes raisons, j'enseignais aussi au collège de Joliette, qui avait déjà, qui était un des premiers collèges à avoir utilisé la téléphonie IP. Bon, sur fil, ça peut se faire avec sans fil aussi, là, mais à l'époque, le sans fil n'était pas encore répandu. Puis, bon, je m'étais intéressé à ça. Et par la suite, où j'enseigne actuellement, il y avait des profs qui étaient là, qui s'intéressaient à ça, mais bon, ils sont partis, puis il y avait un début, en tout cas, un concours de circonstances. J'ai dit, bon, ben c'est ça, c'est la téléphonie IP, fait que j'ai démarré le programme de réseau, en fait, j'ai rajouté la section téléphonie IP dans le programme de réseau qu'on enseigne à l'école où je suis. Et on était le premier collège au Québec d'ailleurs à le faire. Puis le sans fil est resté comme ça, là, comme, bon, un mode de communication comme un autre, tu sais, qui peut être plus pratique, pas de fil, tu sais. C'est resté comme ça. Avant de parler plus de comment tu vis ça à l'école, dis-moi, avant, tu me disais que tu n'avais pas eu d'expérience, sauf une fois, sous une ligne à haute tension? Oui, ben c'est ça, c'est ce qui m'avait amené à m'informer un petit peu pour justement les champs magnétiques, là, sur les lignes à haute tension. J'aime bien faire du vélo. Avec ma femme, l'été, on fait des bonnes raids, on part de Laval, on monte jusqu'à Val-David, puis on revient, puis bref, mais à Laval même, la piste cyclable allonge la voie ferrée, puis il y a un bout au nord de Laval, ça allonge pas mal les lignes à haute tension. Ça faisait un bout de temps qu'on se promenait en vélo, on va prendre une petite pause. On prend une pause là, parce qu'il y avait des bancs. Sous la ligne? Sous la ligne, puis ça a été moins intense ça qu'après que ce que je parlais tantôt là, pour le Wi-Fi. Mais... Sais-tu si c'était une 735, une des grosses? Je pense que c'est une des grosses. Là. Qui fait le tour de l'île. Oui, parce qu'il y a un point d'accès à Sainte-Rose, là, fait que oui, c'est une grosse, c'est des gros pylônes. La plus puissante. Puis là, je disais à ma femme, tu sens pas une pression, quelque chose? Elle sentait pas, non. Là, c'était plus ici, là. C'était pas tellement là, il y avait un inconfort. Voyons, c'est ça. On peut pas dire que tu étais bien stressé, tu étais en vélo. J'étais en vélo, j'étais relax, on était en vacances. Tu n'étais pas en burn-out. Non. Les médecins en environnement, ils disent que tout ce qui est lésion cérébrale, c'est-à-dire solvant, métaux lourds, commotion cérébrale même, moisissure, dépression, tout choc nerveux va laisser des traces et va nous rendre plus vulnérables aux produits chimiques et à l'électromagnétique. Toi, peux-tu faire un lien avec ce que tu avais vécu avant? Ben, moisissure, j'ai pas de moisissure chez nous. Ouais. Commotion cérébrale, j'ai jamais fait ça. Dépression? Dépression, j'ai jamais fait ça. Métaux lourds. OK. Il y en a un peu partout dans le bois, je sais pas. Là. Pesticides peut-être, je sais pas. Je mange assez naturel, pas 100%, là, mais on achète pas mal de choses bio depuis des années. J'ai connu ma femme dans un magasin de produits naturels il y a 40 ans. Fait qu'on n'a pas changé. On mange assez bien depuis ce temps-là, mais bon. Puis là, tu n'as pas été exposé au Wi-Fi pendant des mois. Ça a été assez rapide. Le temps que tu réagisses, ça a pris... Oui. Pas la première journée où il y avait du Wi-Fi. Oui. Ben, en fait, la première journée, il y en avait beaucoup, parce qu'il y en avait avant. Il y en avait avant, parce qu'il y avait des étudiants qui disaient, non, moi, ceux qui avaient les moyens, ils préféraient apporter un portable plutôt que d'utiliser l'ordinateur de l'école.
Mais il n'y en avait pas beaucoup. Il avait installé le sans-fil aussi, mais il n'y en avait pas beaucoup. Fait que là, c'est une vingtaine de portables, disons. Mais là, c'est ça, c'est quand ça a été obligatoire, là, tout le monde avait un portable. Puis, C'est pas juste la borne dans le passage qui émet, c'est tout, chaque appareil. ben, chaque appareil, bien sûr, bien sûr. Puis là, est-ce que tu as mesuré un jour? As-tu des Ben, j'avais pas d'appareil à ce moment-là. C'est après que je me suis informé, je sais quoi ça, puis là, je vois, c'est comme les lignes à haute tension, il peut y avoir quelque chose, puis là, je me suis informé un peu plus, puis là, je regardais dans les différents symptômes, ah oui, ben, fait que, ouais, c'est ça, ouais, il perd la pression, puis, mais il y en a toutes sortes, il y en a que c'est des picotements, il y en a, moi, le picotement, j'ai pas ça, moi, quand il faut qu'il y en ait suffisamment, puis quand il y en a suffisamment, ça me fait, là, un goût de mort, puis je me sens pas bien, là, comme... Mais tu sens cœur et cerveau, c'est les deux organes les plus sensibles, qui sont électriques, évidemment. Ah ouais, c'est ici puis là, c'est vraiment là, que c'est comme si j'avais une pogne, deux mecs qui me pognent là, ça sent pas bien. C'est angoissant. Oui, c'est comme, ouais, c'est ça, je pourrais dire ça, là. Si je faisais de l'angoisse, là, je me sentirais angoissé. Mais je le sens physique, je fais pas de l'angoisse psychologique, je suis pas angoissé, mais d'avoir ces symptômes-là physiques, ça a un impact sur les émotions aussi. Ben, c'est sûr. Tout est connecté, évidemment. Hein. Tout se tient. Là. Si quelqu'un est déjà angoissé et il sent ça, sûrement que ça amplifie. Là. Non, puis surtout, cette journée-là, ça allait bien. C'était un nouveau groupe, on était contents parce que où je travaille, il y a eu une faillite, puis bon, le temps que ça reprenne, puis pendant plusieurs années, on ne savait pas, ils vont-ils fermer l'école ou pas. Puis finalement, les premiers gros groupes, là, tous les profs, on était contents, puis ça allait bien. Là, non, il y avait une bonne ambiance. Ça, tu me dis, ça fait combien d'années que tu as eu cette expérience-là? Ça a commencé? C'était 2006-2007 à peu près. OK. Je pense que c'est Alors 2007. là, comment fais-tu pour, depuis 13 ans, être là, c'est encore tout en Wi-Fi? Ben, j'enseigne plutôt à des étudiants de session 2 ou 3 ou 4, des sessions plus avancées. J'ai un prof d'expérience dans le domaine. Et en réseau, on montre aux étudiants, puis c'est comme ça dans les communications, c'est que les communications les moins efficaces, les plus fragiles, les plus sensibles aussi au hacking, les moins sécuritaires, ça reste le sans-fil. Les plus lentes aussi. Puis les plus lentes aussi, pour toutes sortes de raisons techniques, à cause de la réverbération, parce que les collisions, il faut gérer ça, parce que l'interférence. Les interférences, bref, mais on s'entend que, tu sais, si j'étais astronaute dans la station spatiale en haut, il est où le fil? Je voudrais bien avoir du sans-fil pareil, tu sais, mais je veux pas être à côté du Wi-Fi qui communique avec la Terre, tu sais, si on le dit de même. Mais c'est pas du Wi-Fi, c'est des cellulaires ciblés, là, c'est très, très unidirectionnel. Là. Et donc, tes étudiants sont tous câblés, en général? Oh, ils sont tous câblés. C'est session 1 au début, c'est parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas fait encore les laboratoires pour monter les câbles Ethernet, tout ça, parce qu'à l'école, c'est tout câblé aussi. À partir de la session 2, là, ils ont leur câble droit, câble croisé, quand ils veulent brancher différents équipements. Donc, il y en a quelques-uns là qui, ouais, je suis le Wi-Fi, mais ça va. J'ai pas de problème. S'il y en a juste 2-3 dans la classe. Fait que t'es pas exposé 8 heures par jour au gros Wi-Fi constamment? Au gros, non. Okay. Puis tes symptômes, depuis ce temps-là, ont pas empiré? Non, ça n'a pas empiré. Par contre, il y a une classe que je me protège un petit peu plus. J'ai des petits trucs personnels. Comment tu te protèges? Une assiette à tarte. Okay. Tu fais une fente dedans, tu fais un petit cône, tu mets une casquette. OK? Fait que quand c'est un Wi-Fi en haut, là, tu viens de bloquer plus que 50% du signal. Okay. Parce qu'il y a une classe, je me suis rendu compte, le 310, là, le Wi-Fi il est pas loin. Puis c'est les autres classes autour qui l'utilisent. Et pas la classe où je suis, là. Okay. Lui, il travaille pour tout le monde, là, tu sais. Tu mets carrément une assiette à tarte partie d'une casquette. Carrément, là, tu sais. Oui, Stéphane Armand, Bélesky, il y a du linge sur le site. Oui, c'est ça, oui. Plus esthétique. C'est ça, oui, il y a des casquettes comme ça, mais je n'avais une comme ça, puis c'était pas aussi efficace. Ah ouais? Ouais. Ça bloque les signaux un peu partout, mais quand c'est vraiment proche, là, bonne assiette d'aluminium. Ça prend l'aluminium. Non, là, ça rebondit. Tes étudiants héritent ça et... Ils le voient pas parce que c'est caché dedans. Il n'y a personne qui le sait. Ben non. Tu sais, c'est pas encore assez connu. Puis, là, tu vas être sur YouTube, ils vont le savoir. Ah ouais, c'est ça. Mais tu en as parlé avec des collègues, des étudiants? Non. Ah, t'en parles pas? Non. OK. Puis la direction non plus? Non.
Je suis responsable de la santé-sécurité aussi où je travaille. Santé-sécurité, le comité OK. santé-sécurité. Êtes-vous syndiqué? On est syndiqué. OK. Fait que tout ce fait que j'envoie de l'information, c'est le mieux que je peux faire pour l'instant. Le 5G, bon, il y a des groupes finlandais ou un chercheur, deux chercheurs, là, un oncologue, puis bon, ben ok, j'envoie ça au syndicat, j'envoie ça en direction. Tu sais, je vais regarder ce qui se passe ailleurs. Ouais. Regarder ce qui se passe ailleurs. Tu sais. Mais as-tu l'impression que justement, quand ça va arriver d'ici 3 à 5 ans, qu'il va y avoir beaucoup plus de gens sensibles et que les gens vont en parler plus? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que pour l'instant, la seule solution, c'est qu'il y ait plus de monde qui tombe dans le trou. C'est malheureux. Parce que c'est plate, mais la sagesse, c'est pas vendable. Puis, T'as peur de perdre ton emploi si t'en parles? perdre, non, mais peut-être avoir des inconvénients. Tu sais, je sais pas, de la moquerie ou des choses comme ça que j'ai pas besoin. Là, Ouais. Mais tu n'as jamais discuté au travail? Ben, un petit peu, un petit peu. Ils savent que je suis pas trop pour ça. Là. En fait, ma position est claire, c'est que un peu, c'est comme la pollution automobile, un peu, ça peut être tolérable, mais il vient un seuil, puis là, ça dépend des personnes. Ceux qui sont hyper électrosensibles, le seuil est très, 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 très bas, puis paf, ça marche pas. D'autres, ça peut aller très loin. D'autres vont pogner le cancer avant de sentir quoi que ce soit. Tu sais, Puis les moqueries, t'en as subi? Ou... Non. C'était quoi les réactions des gens qui tu m'as parlé? Ben, ils trouvent ça un peu alarmiste, un peu exagéré, ou c'est comme, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, il n'y a rien à faire, là. C'est la technologie, c'est le modèle. Tu sais, il y en a qui pensent que ouais, c'est ça, t'es arriéré. Non, non, je suis pas arriéré. J'aime la technologie, mais j'ai-tu le droit d'aimer de la technologie qui n'est pas nuisible? Ouais. Hier, j'ai échangé avec Arthur Furstenberg, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Non? Ben, c'est Cell Phone Task Force. C'est un ancien étudiant en médecine qui a eu surdose d'ondes ionisantes en médecine, puis c'est un cas très grave. Il a écrit The Invisible Rainbow, qui est le meilleur livre sur le sujet. Oh. Puis il disait que lui, il ne croit pas, on ne devrait pas parler d'hypersensibilité, parce que si quelqu'un est empoisonné à l'arsenic, on va pas dire que la personne est hypersensible à l'arsenic. Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'il y en a qui utilisent le terme hypersensible en médecine, il y a des débats là-dessus, là. Mais lui, il dit carrément c'est un empoisonnement. Soit à faible dose chronique, longtemps, ou à forte dose aiguë, rapide. Puis il n'y a pas deux personnes qui réagissent pareil. Puis justement, il y a des gens qui ont des vulnérabilités génétiques, mais aussi expérientielles, avec les codes chimiques et moisissures, tout ça. Fait qu'il n'y a pas deux personnes pareilles, puis il n'y a pas deux personnes qui réagissent pareil. Puis c'est tous les organes qui sont touchés aussi. Oui. Puis l'autre affaire, on parlait tantôt de métaux lourds, mais c'est parce que les ondes, ça se propage dans du métal. Ouais. Hein, des fils de cuivre, là, c'est de l'électricité. Tous les implants métalliques dans le corps, les lunettes, tout ça. Et voilà, tout ce qui est métal. Fait que quelqu'un qui a un peu plus de... Puis certains métaux ou certaines combinaisons vont peut-être probablement mieux entrer en résonance avec certaines fréquences. Fait que là, il y a une panoplie de possibilités, là, tu sais. Ben justement, Dr. Ray REA à Dallas, qui est décédé récemment, c'était la sommité en médecine d'environnement, puis c'est un chirurgien thoracique. Il dit, je suis le premier coupable. Moi, j'ai implanté tellement de métal dans mes patients. Ça avait causé beaucoup de problèmes. Lui, devenu hypersensible aux produits chimiques en premier. Puis c'est lui qui me parlait de toutes les causes et déclencheurs que je nommais tantôt. C'est ça qui est malheureux. On sait qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont tomber malades, c'est ça qui fait que de plus en plus de gens partent. Moi, ça fait 30 ans que j'écris sur les maisons saines puis l'hypersensibilité chimique. L'électromagnétique, ben, je parle des cancers, puis des dépressions, tout ça depuis 89-90, mais l'hypersensibilité électromagnétique, je pense que c'est depuis les compteurs intelligents et le Wi-Fi. Depuis 10 ans, c'est incroyable. On n'en parlait pas il y a 10 ans. Non, c'est ça. Là, on dirait que, je sais pas, on est un peu en vase clos, on se parle entre nous, mais dans la société en général, les gens parlent de ça et on ne parlait pas de ça à la télévision avant. Ça commence un peu, là. C'est ça qui est inquiétant. Ouais. Moi, souvent, les gens vont me dire « Oh, j'ai pas de symptômes, moi, je ne le suis pas. » Donc, ils pensent qu'ils sont immunisés à vie. C'est pas comme ça. Les gens ne réalisent pas que quand l'oreille commence à chauffer, ou la peau, ou l'acouphène, les maux de tête, l'insomnie, tu es déjà hypersensible quand tu as ces symptômes-là. Puis des fois, il y a une rupture radicale. Ma femme, moi, elle a fait une réaction, pas si elle est devenue allergique, là, ça va mieux, à un produit naturel.
De l'origan, parce qu'elle prenait ça pour la grippe, mais elle n'a pas pris de l'huile d'origan, mais L'origan, l'origan pur concentré l'origan en huile essentielle. Écoute, puis elle faisait 2 ans, là, pour l'hiver, puis elle avait pas de grippe, puis c'est super bon. Ouais. À un moment donné, du jour au lendemain, dans le temps des fêtes, on pointe de pizza, tu sais, on mange de pizza. File pas, passe la nuit, écoute, dans la toilette, tout ça. Ça a pris 6 mois avant de découvrir que c'était à cause de l'origan. Oui, l'origan. L'orégano. Oui, oregano, puis origan en français, c'est une huile extrêmement concentrée. Ouais. Puis les gens ne réalisent pas que les huiles essentielles, ça peut être très dangereux. Ouais. C'est des solvants, c'est des COV, ça agit direct sur le cerveau. Ouais. Il faut faire très attention aux huiles essentielles. Ouais. Là, ça va mieux, mais c'est ça, elle, c'était correct. C'était correct. À un moment donné, ça a fait ça. Puis une fois que tu as une sensibilité chimique, ça peut te rendre hypersensible à d'autres produits chimiques. Ouais, c'est ça. Comme au début, on est sensible à certaines fréquences. Puis si on ne réagit pas tout de suite pour réduire notre exposition quand on commence à avoir des symptômes, ça ne s'appelle pas, mais en France, c'est ça qu'il dit. Ouais. Les gens ne réalisent pas, la minute qu'ils ont des petits symptômes, c'est un signe d'alerte, tu es déjà hypersensible, il faut tout de suite réduire. Tout de suite. Sinon, tu risques de devenir hypersensible à toutes les fréquences. Ouais. C'est vraiment problématique. Ouais. Allez, gars, je me tiens le plus loin possible, même si je travaille puis où je travaille, mais les endroits où je ressens de quoi, puis là, ben, je me suis acheté évidemment un électrosmog pour savoir. Je réitère, ben non, puis toujours, à chaque fois, là, quand quel lecteur que tu as? L'électrosmog, le petit modèle, le cornet, là. Le cornet. Ouais. Ça permet au moins de voir là, si c'est dans le rouge ou dans le jaune ou dans le vert. Ben, tu veux-tu allumer le mien, l'acoustimètre, je l'ai ici. Tu peux le montrer à la caméra. Moi, je suis chanceux ici, au lac Lucerne, à Sainte-Adèle. On est juste sur la limite de Sainte-Marguerite, collé sur le chemin Pierre-Péladeau. OK. Et le volume, peux-tu le monter sur le côté, il y a un bouton. Hein? Entends-tu quelque chose? Ah, à l'occasion, il y a quelque chose. Fait que ici, les antennes sont à l'Estérel, à Valmorin, puis à Mont-Roland. Je suis à environ 3 km. Ah, tu vois, il y a quelque chose. Ah. J'ai aucun téléphone sans fil. J'ai aucun Wi-Fi. T'as-tu un cellulaire d'allumé, toi? Non. Puis la lecture est à combien? Il n'y a pas de lumière qui allume, hein? Non, aucune lumière. Il n'y a pas de chiffre non plus, là. Avec le... J'ai pas mon autre appareil, le Safe and Sound. Ils disent qu'idéalement, tu vas être dans un endroit où ça clignote vert. Puis moi, ça clignote vert. Il y a rarement des endroits aussi bas qu'ici. Ouais. Mais on voit qu'il y a des choses qui rentrent de temps en temps à l'extérieur. Ouais. J'ai pas de compteur intelligent non plus. Ça non plus. Chez moi, un compteur, non. Je suis pas sûr que cet appareil-là, l'acoustimètre, est assez rapide pour capter les compteurs intelligents des voisins non plus. Mais si ça fait un bruit aux 30 secondes... Ça ressemble au compteur intelligent des voisins, ça. Hein? Ouais. Puis mes voisins immédiats en ont pas. Sauf que sur Pierre-Péladeau, tout le monde en a. Juste en haut d'ici, à 100 mètres. Ouais. Ah ben c'est spécial, hein? Ouais. Et chaque son correspond à une fréquence. J'ai pas le tableau pour dire c'est quoi, là, mais on pourrait dire, ah ça c'est une antenne, ça c'est un compteur, ou là il commence à mettre des boosters sur les poteaux de téléphone, c'est ça qu'il risque de faire avec le 5G. Il dit que ça va être dans les villes, à peu près aux 100 mètres, devant les maisons. Mais à la campagne, ça va être les satellites. Avec le 5G, il va y avoir 20 000 antennes, 20 000 satellites pour le 5G d'ici 5 ans, dans l'espace. Quelque chose, là. Vraiment spécial. Pour sensibiliser mes étudiants à ça, je prends mon petit cornet, là, mon petit électrosmog. Tu fais du bruit aussi. Puis avec le... Non, ben, oui, je pourrais le faire, mais je lui montre la lumière. Puis je demande à un étudiant de partir son téléphone cellulaire. On voit que ça bouge un petit peu, à peine dans le jaune, tu sais. S'il y a un routeur pas loin, on l'installe, puis là, on voit que ça grimpe plus. Mais je dis ça, c'est une chose. Regardez maintenant des fours à micro-ondes. On s'en va dans la cafétéria en bas, on en part un.
puis je me mets à 10 pieds de là, puis là, c'est dans le rouge, dans le tapis, là, puis que je me tourne comme ça, là, ça émet, c'est... Même à 10 pieds. Ah, même à 10 pieds, ça émet. Ça prouve que ça fuit, c'est supposé être étanche, mais c'est pas étanche longtemps. C'est l'équivalent de 10 ou 15 hauteurs, là, sans fil dans les fours à micro-ondes. Ah ouais, hein? Puis je dis, il y en a, là, ils se collent le ventre là-dessus, puis ils attendent, des femmes enceintes, imaginez, là, c'est pas Je bon, là. sais. Moi, Là, ça les sensibilise, tu sais, ils voient, oups, tout. Moi, je leur dis, idéalement, vous n'aurez pas l'utiliser, au moins quitter la cuisine, puis jamais une femme enceinte. C'est ça. Puis ça change les molécules de la bouffe. C'est un peu comme la Ouais. friture, la cuisson à haute température, ça fait des molécules nocives aussi. Ça, j'ai une belle expérience à compter là-dessus. Quand j'avais un chien, nous autres, on en avait un chien de chasse. Je suis allumé, je suis curieux ouais. de voir. Ok. C'est rare, je la laisse à l'eau. C'était un labrador mélangé avec du terrier. C'est à peu près un chien de ce grosseur, une cinquantaine de livres. Mais lui, le bois. On l'amenait se promener dans le bois, on l'amenait dans des aigues partout. Puis il trouvait tout. Il arrivait en dessous d'un arbre, il s'installait, pointait en haut. Puis là, il faisait ouf! Puis là, qu'est-ce qu'il y a, Gazou? Qu'est-ce qu'il y a? On l'appelait Gazou, tu sais. Regardant en haut, ah! Il bout en haut sur une branche. Il trouvait tout. C'était incroyable. Ce chien-là, une fois, ma soeur a déménage. On s'en va chez ma soeur, passer la journée pour l'aider, puis on y avait apporté sa bouffe préférée. Un jarret de porc. Tu comprends? On mettait ça au four 1 heure, nous autres. Tout y passait, le jarret, l'os, autant, là, il passait 1 heure là-dessus, puis il n'y avait plus rien. Là. Puis s'il y avait un petit restant, des fois, il allait enterrer ça quelque part. Là. Ça, c'était ça, la bouffe préférée. Crotte pour chien, oublie ça. Lui, c'était un mangeur de viande, un vrai, là. Fait qu'on y apporte son jarret de porc chez ma soeur. Fait qu'on peinture, là, puis là, on arrive au souper. Ah, ben, on va faire le jarret à mon chien. Mais elle n'avait pas reçu son four encore, elle avait un four à micro-ondes. Son gros four n'était pas rentré. Mais ça, dans le micro-ondes, c'était dégelé tout. Bon, on essaye ça. 5 minutes, on teste encore saigner un peu. 10 minutes, OK, ça a l'air bien cuit. Hey, Gazou, ça saignait plus, puis tu sais, c'était ruisselant. Mets ça en terre comme ça. Gazou, t'as beau. Ouais, le chien arrive, il se colle le nez là-dessus. Il fait le tour, il revient, il se colle le nez là-dessus. Il n'a pas mangé de la journée, là. Sa bouffe préférée. Il n'a pas de chien. Il n'a pas de chien, il n'a pas voulu en manger. C'était un chauffé au micro-ondes. Parce que c'était chauffé au micro-ondes. Hey, si un chien de chasse dit ça, c'est pas de la bouffe, j'ai pas besoin d'un scientifique ou de n'importe qui pour me vendre ou pas me vendre quelque chose. Ouais. Lui, là, il sait que c'est pas de la bouffe. Bon, c'était là. C'était impressionnant. Je m'en rappelle comme hier, là, ça nous avait. Tout le monde était là. Voyons, Gazou, c'est de la bouffe, tu sais. Puis, non, il n'a pas voulu toucher. Il n'a pas en tout. Parle-nous un peu des gens qui sont dans le rescue. J'ai été chez Christian-Marc Gendron avec Stéphane Belinski, on a fait une entrevue. J'ai vu qu'il est candidat à la voix. Ah. Est-ce qu'il est dans vos rencontres? Je ne l'ai pas vu encore, non. OK. Je ne l'ai pas vu. Lui, c'est un musicien, chanteur, puis il tombait dans les pommes. Puis, tu sais, il a travaillé à travers le monde pour plein d'artistes très connus. Fait qu'il commence à en parler, justement, à sensibiliser les gens, justement. Ah, moi, j'étais un ancien musicien, un ancien prof de musique. Ah oui? Puis il était à Saint-Colomban, chez José. Ah, c'est bon. Fait que je vais aller chercher mon téléphone sans fil, on va le brancher, mais parle à la caméra un peu de ce que vivent les gens qui sont membres du Rescue. Oui. Ben, c'est ça, les gens qui viennent aux réunions, ben, eux autres, ils ont des sensibilités là, vraiment sérieuses et prononcées. Là. Dès qu'il y a du sans-fil, il y en a qui ne dormiront pas, d'autres ils sentent plein de picotements, il y en a qui vont avoir des maux de tête. Et ce qu'on essaie de faire au RESQ, c'est de passer le maximum d'informations techniques, je vais dire comme ça, là, pour aider à diminuer l'exposition des ondes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait moins? Et comment on peut sensibiliser les élus aussi autour de nous? Parce que tout le monde est affecté, là, les enfants des élus, les enfants des présidents, les enfants de... Tout le monde est affecté par ça, il y en a de plus en plus. Le rayonnement, ce qui n'est pas du tout adressé, c'est un petit peu comme la somme de ces rayonnements-là. C'est bon? Alors c'est ça, 802.11b, ça émet sur une porteuse de 2,4 milliards de cycles secondes. 811, c'est des mégahertz?
Non, 802.11, c'est la norme. Ah oui. C'est la norme par IEEE. OK. Institute of Electrical Engineering. Bon, OK. Électrique et électronique. et électrique et électronique. Alors, cette norme-là, ça dit que pour un routeur sans fil, ça ne peut pas émettre plus que tant de voltmètres parce que, puis là, il mesure à 1 pied de distance, je crois, parce que c'est à peu près là. C'est des 40, des 60 volts par mètre. Oui, je ne me souviens pas des normes exactes. Là. Pour prévenir d'échauffer les tissus. C'est ça. Mais c'est ce qui est marqué, puis on s'entend que l'industrie, les fabricants respectent ces normes-là. Bon. Même si les normes peuvent être contestées ou qui sont contestables, ils respectent ça. Mais moi, il y a des cellulaires qui dépassent les normes. Oui, quand tu colles ça, parce qu'ils mesurent à 1 pied. Là. Mais ils font la même chose pour les sans fil, mais pour le routeur sans fil, c'est pas comme un cellulaire. Tu n'auras pas de coller ça. En fait, ils mesurent à 1,5 cm, mais ça fait une différence énorme. Oui. Le routeur, je ne sais pas c'est quoi la distance, mais non, on n'est jamais à plus que 2 pieds de ça. Là. Oui, je sais que Bell a une poursuite sur le dos parce que le fabricant du routeur disait de ne pas mettre plus près de 20 quelques centimètres le routeur. Okay. Quelqu'un qui est collé sur un routeur, c'est une antenne cellulaire. Ah oui, c'est sûr que c'est pas vrai. Mais ce que j'explique à mes étudiants, c'est qu'avec la norme 802.11, ça utilise le mode de communication qu'il y a dans le mode filet, l'ancien mode qu'on avait avec les hubs, c'est-à-dire le CSMA, Carrier Sense Multiple Access. C'est-à-dire que quand une antenne émet, c'est-à-dire quand un transmetteur émet, OK, dans le fil, les anciens fils coaxiales, ben tous les points du réseau étaient branchés sur le même câble. Quand une carte émet, il y a des signaux électriques dans le câble, toutes les cartes doivent écouter. Ils ne peuvent pas émettre en même temps. Si jamais par hasard... Toutes les cartes? Toutes les cartes du réseau. Des points, là, des ordinateurs. À chaque appareil. Si... Puis ça arrive, c'est un mode on appelle ça gestion de contention. Si 2 cartes réseau écoutent le réseau, le câble, puis ils disent il n'y a pas de trame, ok, je peux envoyer quelque chose, ça va faire une collision. Et cette collision-là, il y a une hausse électrique temporaire qui ne dure pas longtemps, mais ça fait une collision. Et chacune des 2 cartes devra retransmettre. Il y a un algorithme, il appelle ça le back-off algorithme, c'est-à-dire un algorithme de recalcul aléatoire d'attente qui fait que ça ne sera pas pareil pour les deux. Ça va éviter une autre collision. Le Wi-Fi, l'avantage, c'est d'avoir éliminé le fil du hub. Mais c'est la même technique de gestion de collision. Parce que sur un même canal dans les airs, il ne peut pas avoir 2 trames en même temps parce que ça fait une collision. OK? La technique est un petit peu plus sophistiquée, je n'irai pas de trop dans les détails de ça, c'est du CSMA-CA, c'est Collision Avoidance. Alors quand il y a des collisions, c'est habituellement dans les petites trames RTS qui avertissent qu'il va y avoir une trame d'envoyer. Il y a des collisions, mais dans des petites trames de 32 octets. Donc ce petit bout-là où il y a des collisions, ça fait une surcharge qui dépasse la norme. Mais comme c'est tellement petit, on peut s'entendre que c'est tolérable. Ce qu'on fait en réseau, c'est que quand on met un point d'accès sans fil ou un routeur sans fil d'une place, puis qu'on en met un autre, on en met un autre parce qu'il y a trop de monde sur le même point d'accès sans fil, puis c'est lent. Parce que c'est une bande passante partagée. Comme une antenne seulement à la fois peut émettre, mais tous les autres doivent attendre. Si on, il y a une concurrence. Il y a une concurrence. Un nombre limité, c'est comme un tuyau qui n'est pas assez gros. Là. Et voilà. C'est comme une autoroute à 10 voies, puis ben, la sortie, il y a juste une voie. Fait que c'est une auto à la fois. Fait que tu imagines le bouchon que ça fait. Alors, tout ce qui est Wi-Fi, ça marche comme ça. Donc, quand tu dépasses 7-8 postes sur le Wi-Fi, puis on le voit dans les classes, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en réseau, on a tendance à comme on connaît ça, on se branche parce que on sait qu'une classe de 20 sur le Wi-Fi, c'est l'enfer. Nous autres, on importe des Windows 10 puis des serveurs plein d'affaires qui sont très lourds. On ne le fait pas avec le Wi-Fi. C'est complètement improductif. On peut te dire que plus ton Wi-Fi ralentit, plus tu es irradié, dans le fond, parce que comme dans le multilogement, si tout le monde concurrence sur le même canal, ben oui, on pourrait dire ça, parce que le ralentissement est pas un symptôme, une conséquence
du trafic. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de trafic tout le temps. Oui. Donc, plus de trafic, plus d'exposition au micro-ondes. Oui, c'est ça. Mais là, il y a un point, comme je disais à mes étudiants. Si les deux routeurs que j'ai mis, ils sont sur le même canal, j'ai beau avoir 10 personnes qui sont dessus, même si j'en ai 5 sur un puis 5 sur l'autre, dans le même canal, il n'y a aucun avantage de performance. Pourquoi? Parce que ce routeur-là, il ne peut pas émettre quand l'autre émet. Et vice-versa. Fait on est encore dans le même mode de contention. Fait pour régler ce problème-là de performance de la communication, ce qu'on fait, on prend un dérouteur pour le mettre sur un autre canal. En le mettant sur un autre canal, il peut émettre en même temps que l'autre. Ça ne fait pas de collision. Ce n'est pas la même fréquence. Sauf que le vivant, lui, il ressent le double. Chacun respecte la norme. Mais les deux ensemble, c'est 2 fois la norme. À des fréquences différentes. À des fréquences différentes. Et les nouveaux... Dans les fréquences, tu as l'onde porteuse, tu as le message, tu as 2 fréquences. Hein? Ouais, ben... L'information est à une autre fréquence. En fait, de la façon que ça marche, tu as l'onde porteuse, puis dans l'onde porteuse, le 2.4 GHz, tu as le message lui-même à basse fréquence. Tu as une basse fréquence là-dedans. Qui est en kilohertz ou mégahertz? Plus en mégahertz, je pense. Ce qui donne des bits, des 100 mégabits par seconde. Tu sais. Parce que nos cellules sont tout le temps en train de réagir à plusieurs fréquences différentes. Tout le temps. Tout le temps. Diverses densités. Et là, les industriels des télécoms, ils sont brillants. Ils se sont dit, ouais, bon, OK, on va régler ça, ce problème-là. Fait ce qu'ils font avec les normes qui sont plus rapides, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une trame, c'est-à-dire une série de bits qui a été envoyée, puis au lieu de l'envoyer sur la même fréquence, ils utilisent une vieille technique utilisée par les militaires, ils appellent ça du frequency hopping. Ils changent constamment. C'est-à-dire qu'ils changent constamment de fréquence, à 8 ou à 16 paliers. Ça s'appelle MIMO, le Multiple Input, Multiple Output. Donc, il y a beaucoup moins de collisions parce que chacun émet sur plusieurs fréquences comme ça. Ça permet d'intercaler plusieurs. Il y a moins de collisions. Donc, il y a plus de force de signal aussi que les cellules vivantes reçoivent. Parce que là, vu qu'il n'y a pas de collision, chaque fréquence respecte la norme. Mais la somme de cette fréquence-là, et c'est comme la pollution automobile. Tu restes dans les Laurentides, tu as un automobile, tu pars ton automobile, tu la laisses allumer pendant 1 heure de temps, il y a tellement d'arbres autour de toi, la pollution que tu fais, c'est comme... Chaque auto respecte la norme, en principe. Oui, et quand voilà. On ne les teste pas, il faut tester tous les mufflers. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais fais la même affaire, là, va-t'en dans un stationnement, là, quelque part au centre-ville ou un stationnement souterrain, tout le monde laisse ça pendant 5 minutes, une demi-heure, tout le monde est mort. Là. Ben ouais. Parle-nous un peu du 5G, les gens me demandent pourquoi est-ce qu'on a besoin du 5G. Ah. Le 5G, c'est on élève la porteuse. On part de 2.4 gigs, on va aller dans le 30, 40, 50, 60 gigs. Gigahertz, des milliards de cycles secondes. Donc, pour augmenter le débit. Pourquoi on veut augmenter le débit? Parce que tout ce qui est image, vidéo, là, tout ça, le son moins, mais l'image, ça prend énormément de bits à transformer. Si on veut une haute résolution, encore plus de bits. Donc, on veut plus de vitesse. C'est simplement pour transporter de la TV sur ton téléphone cellulaire pour que ça soit plus de divertissement. Ça fait qu'on rend des millions de gens malades parce qu'on veut regarder des films sur notre cellulaire. Oui. Par contre, il y a un point sur ça, j'ai hâte de voir parce à l'expérimenter personnellement. Plus on monte dans la fréquence, moins elle est pénétrante. C'est en surface de la peau. Ça reste en surface de la peau. Hein? C'est ça. Donc, avec du linge, il y aura du linge qui serait déjà là, plus protecteur, ça va être plus facile à se protéger que le Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi, dans 2.4 GHz, c'est l'onde la plus pénétrante, c'est celle des fours à micro-ondes, 2.4 GHz. Mais c'est dangereux pour les yeux aussi, ces ondes millimétriques-là. Ouais. C'est pas parce que ça pénètre pas profondément qu'il n'y a pas de graves inquiétudes chez les médecins indépendants. C'est sûr. Il y a l'appel international sur le 5G qui est écrit. Tout à fait. Moi, j'ai plein de références. L'Association médicale californienne a écrit là-dessus. Scientists for Wired Technology. Vivement des lunettes spéciales qui bloquent ça aussi. Oui, mais c'est intéressant parce que y a une journaliste de Québec Science qui en a parlé à Radio-Canada récemment à l'émission Moteur de recherche, qui a quand même dit qu'il y a des médecins, des scientifiques indépendants qui sont inquiets. C'est une des rares fois où les grands médias ont parlé des préoccupations pour la santé.
ça va être de plus en plus répandu aussi. C'est sûr. Mais il faut que l'information passe qu'il y en a qui sont inquiets, même s'il y en a qui trouvent ça alarmiste, parce que comme on les connaît, les dommages collatéraux déjà, puis qu'on sait que ça va se répandre de plus en plus, quand il va en avoir un par famille à peu près, là, déjà que l'info a circulé, puis que tout le monde a entendu le message en quelque part, et ça risque de bouger un peu plus. Sauf que les gens, ça leur prend jusqu'à 20 ans avant de réaliser que leur problème de santé est relié à des facteurs environnementaux qui peuvent être biologiques, chimiques, électromagnétiques. Mais c'est ça, de plus en plus de gens l'ont, donc vont en parler. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est Timothy Shookley. C'est un ingénieur, il n'est pas ingénieur en fait, il est docteur en communication, c'est un pionnier de la domotique. Il est secrétaire du comité ISO de la domotique depuis plus de 20 ans. Puis lui, il dit c'est juste de la grosse pub, le 5G, c'est juste une question de fric. Il n'y a aucune norme en ce moment, c'est free for all. C'est sûr. Tout le monde est en concurrence, les Chinois sont en avance, les Européens, les Américains capotent, tout le monde se lance là-dedans, les autos autonomes, puis on va être les cobayes au niveau sécurité, ne serait-ce que des véhicules autonomes. Là, puis ça va être très bon pour l'environnement, les véhicules autonomes, si on peut avoir moins de véhicules sur la route, je suis d'accord, mais au niveau technique, Shookley, lui, il dit, c'est le fameux rapport Reinventing Wires, l'as-tu vu que Jean Hulon a traduit? Il dit que l'avenir, c'est pas le sans-fil, c'est la fibre optique, puis une nouvelle technologie de câbles de cuivre. Puis il y a des villes entières au Colorado, c'est les municipalités qui se dotent de leur propre réseau pour être sûr d'avoir la cybersécurité, la salubrité au niveau de la santé et la rapidité, la fiabilité des réseaux. Les gens vraiment avant-gardistes, c'est la fibre optique et le câble. Puis il dit que les grandes compagnies de télécom nous ont promis tout ça, la fibre optique pour tous. Puis ils ont eu des milliards du gouvernement qui ont transféré dans le sans-fil. Ils ont vraiment détourné les fonds. Puis ça va causer des problèmes énormes. On est déjà dedans avec des problèmes de piratage, entre autres. Oui, c'est sûr. Même Bill Gates n'est pas à l'abri du piratage. Non, c'est sûr. Mais j'en reviens avec les gens qui sont dans le réseau, le RESQ. Qu'est-ce que tu as entendu comme témoignages qui sont beaucoup plus graves que toi? Toi, tu arrives à garder ton emploi, il y en a. Il y a peut-être 1% de la population qui ne peuvent même plus travailler, ils sont tellement hypersensibles. Oui, on a plusieurs comme ça, effectivement. Ben, ils font, écoute, il y en a qui organisent leur logement d'une telle façon que c'est diminué au maximum. Ils achètent du linge spécial. La peinture au graphite. Les couvertures, les lunettes. Il y en a qui déménagent aussi pour aller rester ailleurs. Ils sont en mode survie. Là. Il y en a que c'est vraiment un cas. Là, moi, je regarde ça, je me dis, wow, comment je dirais ça? Pas que je suis content de voir ça, mais pour moi, ça m'avertit. T'attends-tu de te rendre là, non? Fait que les symptômes que je sens, j'y prends très au sérieux là, pour essayer de diminuer au maximum, tu sais. J'essaye toutes sortes de choses. Au salon de l'éveil, en fin de semaine, j'ai acheté celui-là ici, une espèce de pendentif à l'orgonite, puis avec de la shungite, la Top Gun shungite, je sais pas trop, telle affaire. Puis, les deux dedans. Oui, les deux dedans. Ouais, c'est ça. Puis, quand il n'y a pas trop d'ondes, j'ai l'impression que ça aide. C'est quand il y en a beaucoup, c'est pas assez fort. Exactement. Je connais le distributeur à Saint-Adèle qui en vend, puis il y en a un morceau de shungite, c'est comme une boule de quilles. Fait que c'est proportionnel à la puissance, à ta sensibilité à toi et la puissance des lecteurs. Et voilà. Il faut vraiment que chacun, comme l'État ne fait rien pour l'instant, il laisse ça aller parce que c'est pas clair ou je sais pas trop. Parce que c'est payant, puis on n'a pas de preuve de tout d'autre que c'est dangereux. La responsabilité, elle revient sur le dos de la personne qui est affectée par ça. Puis là, RESQ, c'est un genre de réseau d'entraide pour passer l'information, pour essayer de... Bien, ça va changer au cours des prochaines années parce qu'il y a tellement de gouvernements qui ont émis des alertes. Santé Canada, ils ont commencé par dire réduire l'exposition ne vous protège pas. Puis après ça, ils ont commencé à dire si vous avez peur, c'est pas dangereux, mais si vous avez peur,
voici ce que vous pouvez faire pour réduire l'exposition. Là, ils sont rendus à un troisième niveau. Ils disent, voici ce que vous pouvez faire. Ils disent plus si vous avez peur, si vous êtes paranoïaque. Ils disent carrément, casse d'écoute, texter davantage, écourter les conversations. Il a dit sur le site de Santé Canada. Alors, depuis 5 ans, ça a comme évolué juste dans le discours de Santé Canada, qui est vraiment conflit d'intérêt, parce que c'est un ancien chercheur de Santé Canada qui écrit toutes les normes d'exposition, l'ICNIRP. C'est lui qui a dirigé pendant 10 ans le programme de l'Organisation mondiale de la santé sur les effets des changements climatiques sur la santé. Il s'appelle Michael Rapaport. Puis quand il a mis à jour les lignes directrices, les consignes de l'OMS juste sur le 60 Hz, il a invité 7 compagnies d'électricité, dont Hydro-Québec, pour réviser ce qu'il allait dire. C'est la plus grosse magouille qu'il n'y a pas. Mais le discours augmente. Je veux dire, il y a 10 ans, le conseiller scientifique du gouvernement britannique a dit aucun jeune de 15 ans et moins devrait avoir un cellulaire. Il y a au moins 10-15 ans qui ont dit ça. Alors, il y a énormément de mise en garde de plusieurs gouvernements. Puis là, il y a les tribunaux en France. L'électrosensibilité a été reconnue plusieurs fois. Il y a un tribunal italien qui vient dire on débranche le Wi-Fi dans une classe pour protéger un enfant. Alors, tôt ou tard, c'est inévitable. Mais à quel prix pour la santé humaine et les droits de la personne? Si on regarde notre société occidentale, américaine surtout, dans le temps des bateaux à vapeur, il y avait des grosses chaudières, là, où il y avait l'eau, tout ça. Au charbon? Au charbon, puis mais là où il y avait la vapeur qui faisait tourner, des fois ça éclatait, puis il y avait des morts. Mais ça a pris 50 ans avant qu'il y ait une règle qui oblige d'avoir une soupape pour pas que ça saute, que la soupape elle saute avant. Parce que, ben ça va coûter plus cher, parce que... Bon, on peut parler de l'amiante après ça, on peut parler... Ça a souvent pris 50 ou 100 ans même, des fois. Notre mentalité comme je dirais les sociologues, de moderne, c'est que on a l'a priori de dire si c'est nouveau, plus pratique, plus efficace, plus puissant, c'est donc mieux. Donc, il n'y a pas de problème. Tant qu'on ne compte pas des morts. Puis il faut qu'il y en ait, puis il faut qu'il y en ait beaucoup. Tu sais, on n'a pas encore atteint le vrai stade Homo sapiens, de dire voici une technologie, avant de répandre ça, je vais regarder les dommages je vais étudier les dommages collatéraux de façon à minimiser, de rendre ça vraiment acceptable, pas juste garocher ça, puis bang, on est tous des cochons dingues, puis à un moment donné, on se réveille dans 20 ans, puis... Ben, c'est en plein ce que l'Agence de protection de l'environnement européenne a dit, en parlant des lanceurs d'alerte, puis le terme, c'est early warning, les mises en garde précoces. On n'a pas écouté justement pour le plomb, le tabac, la viande, tout ça. Exact. C'est comme un trait de société. Tout le monde est affecté. C'est pas juste les gouvernements. Monsieur tout le monde, son téléphone cellulaire, il est pratique. Puis c'est vrai que c'est pratique. Hey, j'arrive là où je vais être en retard, ou tu sais, c'est vrai que c'est pratique. Mais par défaut, si c'est pratique, donc il n'y a pas de problème. C'est ça l'erreur. Ce qui est drôle, c'est que c'est très gradué, nos connaissances, mais nos réactions, parce que il y a des gens qui sont tellement hypersensibles. Gro Harlem Brundtland, si on parle des écoles Brundtland, elle, c'est l'ancienne directrice générale de l'OMS, puis elle a été première ministre de la Norvège. C'est elle qui a écrit le fameux, qui a dirigé le groupe de l'ONU sur les changements climatiques, sur le développement durable. C'est un livre qui s'appelait Notre avenir à tous, qui a été publié par l'ONU dans les années 80. Elle, quand elle était à l'OMS en 2002, à un moment donné, elle a annoncé aux journalistes que si un téléphone était allumé dans la même pièce qu'elle, elle avait mal à la tête. Donc, elle a demandé à ce qu'on éteigne les cellulaires. Évidemment, ils l'ont mis assez rapidement à la retraite de l'OMS. Et je dis ça parce que, donc, il y a des gens crédibles comme ça. C'est un médecin, un ancien premier ministre. C'est pas tous des fous, au contraire. Mais on peut devenir fou quand on n'est pas écouté. Puis on peut devenir suicidaire quand on nous rejette, qu'on nous dit que c'est dans la tête. Oui, c'est sûr. Mais donc, il y a des gens qui réagissent instantanément, ou il y a des gens qui vont réagir plusieurs heures plus tard. Mais ces gens-là, qui sont très malades, deviennent vraiment intolérants et agressifs. Excédés, j'ai compris. Alors, Arthur Furstenberg, c'en est un qui, lui, est très militant. Il poursuit à Santa Fe, puis tout ça, contre les antennes, les compteurs. Puis c'est lui qui a lancé la pétition internationale sur les satellites. Là. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont signé sa pétition
sur le 5G, 5G from space. Puis, je raconte ça parce que notre seuil de tolérance, justement, j'ai oublié mon idée un peu, mais c'est ça, il y a des gens qui sont très patients, ils vont dire, ah c'est ça, il y a des gens qui sont très agressifs parce que il y a des gens qui militent, qui informent sur les dangers, comme Dr. Davis de l'Environmental Health Trust. Elle a un cellulaire. C'est une épidémiologiste, elle écrit des livres sur les dangers des cellulaires. Puis là, les gens disent, oh, elle doit être achetée par l'industrie, elle a un cellulaire. Puis elle va répondre, non, c'est que je ne suis pas hypersensible, puis je l'utilise très prudemment, puis c'est pratique. Donc, il y a des gens qui sont très conscients, mais qui l'utilisent, puis d'autres qui disent, on devrait bannir cette technologie-là, ou imposer des normes tellement sévères que ce serait sain si tu l'ouvres dans une pièce. Ouais. Mais c'est ça. Parce que les ondes, c'est comme la cigarette. Si moi, je suis inconfortable avec la fumée de cigarette, puis je suis pas fumeur, ben, si la cigarette est légale partout, n'importe où, ben, je vais en fumer pareil. Fait que c'est mon droit individuel de pas respirer de la fumée ou de ne pas être irradié qui est bafoué. C'est le meilleur exemple, dans le fond. Parce qu'autrefois, c'était peut-être seulement 1% des gens qui ne toléraient pas la fumée. Comme les plus électrosensibles, c'est 0,5 à 1,5% les gens les plus gravement malades. Mais là, aujourd'hui, on interdit le tabac dans les immeubles. Moi, ils me font rire. Ils sortent le tabac des immeubles, c'est à 9 mètres des portes. Puis on rentre le Wi-Fi et le 5G, gros comme le bras à l'intérieur. On a juste changé une pollution pour une autre. On n'a pas avancé d'un Parce que là, c'est comme si tu avais plusieurs personnes dans la même pièce, 8 heures par jour. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah non, Et les gens pourraient être scandalisés qu'on parle de fumée parce qu'ils diraient, écoute, on a toutes les preuves hors de tout doute. Mais ça a pris des décennies, ils le savaient. Ah oui, ben oui. Et puis, il y a des médecins qui faisaient des pubs pour dire qu'ils fumaient des camels. Ah oui. Tandis qu'au niveau des ondes, là, il y a eu 2 études sur les rats l'an passé qui ont confirmé que les rats, on peut leur causer les mêmes tumeurs que chez les humains, certains humains qui abusent du cellulaire pendant plus de 10 ans. On les a, les preuves. Puis le Dr. Miller, de l'Université de Toronto, conseiller de l'OMS, vient de recommander à ce que les radiofréquences soient classées cancérogènes pour l'humain. C'est 2B en ce moment. 2B, c'est peut-être cancérogène depuis 2011. Là, probablement d'ici 2 ans, ça va devenir 2A, probablement cancérogène comme le Roundup, ou classe 1 reconnu. Et l'OMS, le Centre international de recherche sur le cancer, risque de convier bientôt ces experts qui ont convié en 2011 pour en discuter à la lumière des études publiées depuis 2011. Ça va vraiment bouger d'ici 5 ans au niveau de l'épidémiologie, les règlements, puis la 5G va arriver en même temps. 5 à 10 ans, là, ça va vraiment brasser dans la cabane. C'est quelque chose. Parle-moi de... Qu'est-ce que vous demandez, le rescue, au Québec? Aux employeurs, au gouvernement, etc. Qu'est-ce que vous demandez? Première chose, qui s'informent. Des études, tout ce que tu me parlais tantôt. Auprès des chercheurs indépendants. Auprès des chercheurs indépendants, là, qui arrêtent de juste écouter l'industrie. Je comprends que l'industrie, c'est peut-être mieux pour gagner une élection parce qu'ils vont financer par en dessous, je ne sais pas trop, là, mais regardez, ces gens-là, ils ont des enfants, ils ont du monde qu'ils connaissent autour d'eux, ils ont de la famille, c'est des êtres humains, c'est pas des robots. Ben, ces technologies-là affectent tout le vivant. Alors qu'ils s'informent, le monde vraiment. Ça pourrait être eux autres qui pourraient être affectés là, éventuellement. C'est pas une théorie de la conspiration, là, les problèmes là, du sans-fil. Moi, ce qui m'enrage vraiment, c'est qu'on a le rapport Bioinitiative, en fait 2 rapports, 2007 et 2012. Juste en 2007 et 2012, il y a eu un autre 1800 études qui sont sorties. Puis Paul Héroux, le physicien McGill, qui enseigne la médecine, il a signé un article dans la 2e version. Là, les gens ils ont écouté ce que l'industrie disait en disant que le rapport Bioinitiative n'était pas crédible, parce qu'ils ont fait du cherry picking, ils ont juste choisi les études probantes. Ben, c'est ça qu'on veut. On veut regarder les études de qualité c'est sûr. Qui disent qu'il y a un lien. C'est sûr. Je trouve ça tellement ridicule qu'ils discréditent le meilleur résumé. Ah, c'est parce qu'un des 2 co-auteurs, c'est une consultante en radiofréquence. Donc, pour eux, c'est pas crédible. Parce que c'est une ingénieure qui est spécialisée dans les télécommunications puis la santé. Mais il y a les plus grands chercheurs dans le monde, dont le Dr. Carpenter,
Moi, je l'ai connu quand j'étais chez Habitabec en 89-90. Il a été embauché par l'État de New York. Quand on voulait faire Grande Baleine, puis exporter ces kilowatts-là à l'État de New York, ils ont lancé une étude pendant 5 ans sur les lignes à haute tension et le cancer, le New York Power Lines Project. Qui a géré ces études épidémiologiques-là? David Carpenter de l'Université d'Albany. Les années 80-90, c'était le plus crédible. En fait, c'est les années 80, puis c'est en 83 qu'une des nombreuses études, 5 ans, 5 millions de dollars, une des études a confirmé le lien entre les lignes à haute tension et la leucémie infantile dans ce projet-là. Alors, c'est un grand épidémiologiste, Paul Héroux le dit, c'est un des tops dans le monde, pour gérer, pour monter des études de qualité. C'est pas un médecin qui soigne, c'est un épidémiologiste. Mais dans les études, moi, ce qui me fascine toujours, c'est qu'en statistique, quand on dit ouais, quelque chose qu'on voit juste à 51% du temps, c'est pas significatif. Par contre, si on donne un vaccin et qu'il y a 30% de succès, c'est significatif. Tu sais. C'est quelque chose que je comprends pas. C'est tout le temps biaisé en faveur de l'industrie. Tout le temps. C'est comme les lignes directrices d'exposition, ça dépend des fréquences, mais ça dépend aussi des pays. Ben oui. Ils veulent nous faire croire que c'est scientifique, mais d'un pays à l'autre, c'est pas les mêmes doses. En tout cas, les Italiens, les Israéliens sont moins résistants que nous. Ça, nous, les Américains, les Canadiens, on résiste plus. Incapable d'en prendre. Ouais. On est plus cochon dingue, je pense. Ouais. Puis ceux qui sont les plus sévères, c'est la Chine et la Russie, entre autres. J'ai vu une photo de Poutine qui a un téléphone filé, puis ça a l'air qu'il n'est pas toujours sur le cellulaire, puis qui veut protéger les enfants pour que la race russe domine le monde, là. Donc ils veulent qu'ils soient plus éduqués par meilleure santé. Puis il aurait dit dans une conférence en russe, il y a un Américain qui est russe, qui disait que Poutine hérite des Américains, ils n'ont pas besoin de s'occuper des Américains, ils s'occupent eux-mêmes en s'intoxiquant avec le chimique et l'électromagnétique. Je trouve ça bien drôle, lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de cellulaires partout en Russie, évidemment. Non, ils sont plus prudents, plus sévères sur l'exposition. C'est ça. D'autres choses que vous demandez, qu'est-ce que le Rescue offre aux gens par le biais du site web, entre autres? Ben, le site web, c'est pas la section RSQ Laurentide. Ça, c'est le RSQ général. Ouais. OK? Moi, je m'occupe de la section RSQ Laurentide. Vous n'avez pas de site web, c'est une page On Facebook? n'a pas de site web, on fait des réunions 4 par année. Puis, page Facebook? Même pas. OK, c'est pas par Basse Laurentide le refuge? Comment est-ce que vous communiquez? Ça, c'est un site intéressant. C'est une des membres là, qui est là. C'est pour ça que, comme il y a déjà RSQ provincial, il y a déjà Basse Laurentide refuse. Puis c'est du temps, puis qui veut le faire? Qui a le temps? Moi, j'ai pas le temps. Okay, donc, il n'y a pas de page Facebook pour le Rescue Laurentide? Non. Par contre, il y a une liste d'envoi. Fait que si quelqu'un dit, moi, je voudrais être membre de Rescue Laurentide, ça m'intéresse d'avoir des informations. Comment on vous contacte par Basse Laurentide refuse? Soit par Basse Laurentide le refuge ou avec mon courriel à moi, roger.sarrazin@sympatico.ca. OK. Fait que moi, je reçois ça. C'est beau. Puis là, parce que moi, je centralise l'information, puis quand je vois quelque chose qui est intéressant pour tout le monde, je leur dis page à tout le monde. Puis j'organise les réunions. OK. Fait que la prochaine, c'est samedi, justement, là, à Gore, là, 147 Gore, là, pas loin de Saint-Jérôme. Mais Gore, c'est quand même loin des antennes. Oui, c'est une petite place tranquille. Il n'y a pas beaucoup de bruit, pas plus qu'ici. C'est vraiment tranquille. Là. Mais là, ils veulent implanter des antennes, là, puis en tout cas. Oui, là où la réception est mauvaise. Là, je vais brancher mon téléphone sans fil. Celui que j'ai débranché il y a 15 ans quand Stéphane Belinsky est venu chez nous. Okay. Ah, ben oui. C'est un 900, celui-là? C'est 900 MHz, ça? C'est constant aussi. Ouais. Les plus récents sont constants. Les anciens, ils sont pas. Moi, j'en ai un vieux modèle. Puis, il émet juste là, vraiment quand tu le décroches puis tu passes. Sinon, il émet rien. C'est pas les mégahertz. 500 milliampères. Si c'est les récents, c'est plus dans le 2.4. Probablement 2.4. Ils ont au moins 10-15 ans. 10-15 ans? Bon, peut-être 900. Parce qu'il y a eu du 900 ou du 2.4. Ben, moi, je pourrais te le dire. Normalement, il marque quelque part ici. Pour expliquer plus en détail. Alors ça, c'est mon téléphone sans fil qu'on vient de brancher.
pourquoi je l'ai débranché, c'est que Stéphane Melinski est venu chez nous à un moment donné, puis il y avait un appareil qui faisait du bruit comme ça. Puis je pensais que le cellulaire était bien plus dangereux que le téléphone sans fil, mais il dit non, c'est pas mal la même chose. Sauf que ça émet quoi, à 500 pieds? Ouais. Et c'est constant. Si la maman parle au bébé, le téléphone, même s'il n'est pas en recharge, c'est 24 heures sur 24. Puis si on va sur le site de Magda Havas, MAGDA, HAVAS, elle a une étude où il y a un monsieur couché sur le dos, puis elle et lui ne savent pas quand est-ce que le téléphone est branché. Il y a un technicien en arrière qui branche et qui débranche. Puis ils ont pris un électrocardiogramme en temps réel, puis tu vois carrément que ça crée de l'arythmie cardiaque. Ça peut créer de la tachycardie, la brachycardie, ralentir, accélérer. Puis ça, on voit de plus en plus dans les écoles les enfants avec le Wi-Fi qui disent « My heart is racing », le cœur qui s'emballe. Là. Les gens ne réalisent pas, mais la minute qu'on fait des troubles de rythme cardiaque, ça peut causer des infarctus et d'autres problèmes, des AVC, je pense aussi. Alors moi, je n'utilise plus jamais de téléphone sans fil dans ma maison. Moi, le mien, c'est un vieux modèle, puis lui, il travaille juste quand on le décroche. En communication, j'en ai Quand tu un. le fermes, là, je prends une petite mesure, il n'y a rien. J'en ai un comme ça, je ne sais pas si tu peux me le réparer, il ne marche pas. Ah. Il se met à crier quand je le branche. Le buzz, comme si on pesait. Ça, c'est les pièces. Si c'est trop vieux, on ne trouve plus les pièces. Là. Puis il était neuf, mais c'est ça, c'est un modèle rare, mais je ne l'ai pas utilisé longtemps. Hein. C'est vraiment bête. Mais tu sais, j'ai des fils. J'ai acheté 2 téléphones à haut-parleur. Ben ouais. AT&T, qui est 50$, c'est quelque chose de qualité. Dans la cuisine puis en haut, on est correct. Ben oui. On peut se désapprendre à utiliser sans fil. Bien sûr. Puis j'adore le Wi-Fi quand je vais quelque part prendre mes courriels, mais je reste pas là longtemps. Ouais, comme tu t'en vas quelque part, puis la personne n'est pas là, c'est allô? Ouais. Comme l'a dit. J'étais complètement sur le pilote automatique. Mais beaucoup de gens, c'est ça, ils ont le cerveau embrouillé. Ça, c'est vraiment un symptôme. Puis on le voit de plus en plus, le TDAH, perte de mémoire à court terme. Pour la tête, la pression dans la tête, d'ailleurs, je voulais te dire, je ne sais pas si tu as entendu parler de la papaye fermentée. Non. Dr Bellepomme, l'oncologue français qui a traité plus de 1000 électro-hypersensibles, il m'a invité à un colloque à Bruxelles en 2015, qui est sur mon site, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est Maison 21e, la chaîne. Il m'a présenté un chercheur, Mantello, qui s'appelle Pierre, qui est un Français, mais il est au Japon. C'est le laboratoire Osato, O-S-A-T-O. Puis c'est des sachets de papaye séchés et fermentés. 3$ la dose, c'est pas donné, là. Mais ils donnent ça aux Sidéens depuis plusieurs années. Papaye fermentée. C'est excellent pour le système immunitaire. C'est un antioxydant extraordinaire. Mais ils le donnent aux électro-hypersensibles parce que ça rétablit le flux sanguin au cerveau. Les maux de tête, c'est qu'il y a une constriction, il y a moins de contraction des vaisseaux, et donc il y a moins de sang qui rentre au cerveau et forcément moins d'oxygène. Donc c'est une des choses qui aide les électrosensibles. Fait qu'il y a plein de choses. Tout ce qui est antioxydant, mais c'est intéressant, parce que je disais Béliveau, Dr Béliveau, qui disait trop d'antioxydants peut favoriser le cancer aussi, avec la vitamine E, entre autres. On sait que ça peut être très dangereux, la vitamine E, vitamine A. Mais c'est plate parce que la médecine classique ne s'intéresse pas à ça, puis là, plein de gens font de l'automédication. Hein. Fait qu'on est dans un monde plutôt problématique, plutôt compliqué. En conclusion, qu'est-ce que tu aimerais dire? Faut que tu ailles en vie, je pense. Oui, quelle heure? 10 heures moins quart, on a un peu de temps. T'es bon jusqu'à? Oui, jusqu'à 10 heures. Jusqu'à 10 heures? OK. Qu'est-ce que tu veux partager? Ben moi, je dirais, ça c'est tout le monde qui va regarder cette vidéo-là, un peu n'importe qui. Ouais. Observez des symptômes. Observez vos symptômes que vous avez. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Tu t'assois, puis prends ton téléphone cellulaire, observe s'il y a des changements. Est-ce que tu ressens quelque chose là? Juste parce que souvent, les symptômes sont là, mais on n'a pas le temps, on est pressé, on fait ci, on fait ça. On ne porte pas attention à ces choses-là. Puis c'est souvent quand ça
Ça fait bien mal que là, on se dit, puis là, on réalise, ah oui, moi, j'avais des symptômes. Mais sur le coup des symptômes, on n'a pas porté attention. Mais à ce temps, avec ce qu'on sait, la recherche qui est tellement avancée là-dessus, puis tous les électrosensibles là, on a une liste de symptômes, c'est clair. Fait que, tu sais, sans tomber dans la, comment on appelle ça, dans la somatique, de s'inventer un problème, juste observer. Tu sais, si à chaque fois tu prends ton téléphone, puis tu as des picotements, puis tu le mets là, tu le prends un autre, même affaire, puis, ben, regarde, c'est le téléphone, tu sais. C'est pas tu t'es chicané avec ton chum ou ta blonde, ou c'est pas ton boss, c'est pas psychologique, c'est pas ce que tu as mangé le matin, c'est pas, tu sais. Si tu bois 20 cafés par jour, puis tu bois 3 paquets de cigarettes, là, on ne saura pas si c'est le téléphone ou d'autres choses, là. Faut, tu sais, mais il faut observer. C'est jamais un seul facteur, de toute façon. C'est ça. C'est toujours... L'émotion joue, oui, mais même le sommeil, l'exercice. Ouais. Moi, je dis aux gens, coupez une journée ou idéalement 3-4 jours, puis observez. Mais là, je publie un article dans mon prochain numéro pour les autistes qui ont coupé 2 semaines. 83% de résultats extraordinaires. Ça, c'est un médecin qui ne voulait rien savoir, qui ne croyait pas aux dangers des ondes. C'est un parent qui a flushé le médecin, qui est revenu 3 ans plus tard, puis qui a informé son médecin. Puis là, c'est un protocole utilisé depuis plusieurs années. Puis ils ont plein de résultats extraordinaires sur le langage, le comportement, la socialisation, tout ça, avec les enfants autistes. Couper, mais vraiment un sevrage le plus possible idéalement couper à 100% ou au moins couper la nuit. Ouais. Puis là, voir si vous avez moins de maux de tête, meilleur sommeil, la couffaine. Tous ces symptômes-là ont été décrits, je disais, à partir des années 30, ça a été connu par des médecins allemands, entre autres. Mais dans les années 60, c'est là que les Russes, les Soviétiques, ont nommé la maladie des micro-ondes. C'est connu des militaires russes, publié depuis les années 60. Puis la NASA, la marine américaine le savait également. Puis ont repris ce que les Russes publiaient. Alors là, on a tous ces documents-là sur le site de Magda Havas, qui est une toxicologue ontarienne. Ouais, écoutez les symptômes. Ça, je pense que c'est un gros morceau. Là, tu sais. Puis, quoi d'autre? Ben, lire un peu sur le sujet, regarder, s'informer. C'est mieux de prévenir que guérir. Tout le monde sait ça. Hein? C'est un petit proverbe qu'on dit souvent. Ah, une once de prévention vaut, je ne sais pas combien de kilos de guérison. Puis c'est vrai, tu sais. Il faut juste porter attention. Puis les enfants, c'est encore pire. Imagine les parents. Les parents, tu as des enfants. Tu veux-tu que ton enfant soit malade? Y a-tu beaucoup de parents qui veulent que les enfants soient malades? J'en connais pas, moi. Ils veulent que les enfants aillent bien, qu'ils réussissent bien, qu'ils soient heureux dans la vie. Puis souvent, les parents vont donner plus même que ce qu'ils ont eu parce qu'ils disent hey, ben moi, j'ai pas eu ça. Ou, puis ils sont généreux. Puis ils les laissent là agressés par quelque chose parce qu'ils veulent pas s'intéresser à comprendre c'est quoi. Puis tout, je comprends pas. Ils donnent des tablettes au bébé, puis après ça, ils disent ah, mon enfant fait une crise si j'enlève. Ouais, c'est ça, tu sais. Il y a de l'accoutumance, il y a plein d'autres choses, là, tu sais. Il faut s'informer. On a une vieille vision encore générale, tu sais, du corps humain comme de la mécanique. Ah, ouais, problème de genou, on va changer le genou, on va mettre, tu sais. On voit le corps comme mécanique, on ne voit pas encore, en général, le corps comme électrique. Mais le cerveau, on ne peut pas le changer. C'est ça, tu sais. C'est électrique, le cerveau, c'est plein d'électricité. Le cœur, ça bat par des petits signaux électriques, puis les petits signaux électriques se ramassent partout, bien avant la conduction mécanique puis, ou sanguine, tu sais. Mais toutes ces ondes-là autour, ça vient jouer sur le système électrique. Puis ça a des effets multiples selon les personnes. Le chimique vient après l'électrique, c'est ça? En plus, tu sais. Puis ça s'additionne, tu sais, des effets multiples de toutes ces... Les hormones. Ah, bon, ça, c'est complexe, la santé. Mais il n'y a pas d'études sur les effets croisés de toutes ces choses-là, tu sais. Il y en a un peu. Ouais, il y en a pas beaucoup. Le chimique électrique, il y a Ron Kostoff qui m'écrit, parce que moi, je suis en contact avec au moins 200 chercheurs et militants là, à travers le monde, puis il y en a, mais c'est ça. C'est un des facteurs qu'on ne regarde pas, c'est l'effet synergique. Juste combiner 2 molécules, toluène, xylène ensemble, ça augmente leur toxicité. On va la multiplier. Ouais. Puis là, ce métal-là, avec du 2.4 gig, canal 1, ça vibre-tu mieux, ou canal 6, ou tu sais, là, il y a ça aussi, là. Parce que c'est de l'électricité dans l'air, puis ça vient entrer en résonance là, avec ça. Là.
D'ailleurs, on sait que les tempêtes solaires sont reliées aux crises cardiaques. Il y a beaucoup d'informations sur le magnétisme tellurique dans la Terre et cosmique. Et on a vu beaucoup de maladies qui sont reliées à la météo. Il y a Gilles Brien, le grand météorologue à la retraite, qui écrit dans le Journal de Montréal, qui a publié un livre, Les baromètres humains. Donc, il documente tous les effets psychologiques et physiques de la météo. Comme, évidemment, les gens qui sentent venir les hautes pressions, les basses pressions. Mais ça joue sur le cœur, entre autres, sur plein de choses. Puis c'est les mêmes effets, l'électricité synthétique, que l'électricité naturelle. Fait que moi, ça me fait rire quand on dit que c'est dans la tête. Ben oui, c'est dans la tête, c'est le cerveau, c'est le cœur. Oui, c'est ça. C'est dans la tête, c'est physique, c'est pas psychologique. Non, c'est ça. L'électricité, c'est physique. Des fois, je dis à mes étudiants comme ça, il y en a qui sont, parce que j'enseigne à différents groupes. Des groupes de réseau, je donne des cours de réseau à des étudiants en industriel. Eux autres, c'est la robotique, puis c'est des machines, puis des convoyeurs, puis tu sais, c'est du monde concret. Si je le vois pas, ça n'existe pas. Si je ne touche pas, bon. Mais des fois, je lui pose la question, puis en télécom, même affaire. Avant qu'on invente les antennes, pour capter les ondes, est-ce que les ondes radio existaient? Il y avait le télégraphe. Avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Avant que l'être humain invente la technologie pour capter les ondes radio, est-ce que les ondes radio existaient? Les ondes cosmiques naturelles. C'est ça, je le dis. Il y en a dans l'espace, des ondes. Rayons gamma. Des rayons gamma, c'est des ondes, tu sais. Puis là, je leur explique, les fréquences, c'est quoi? Bien, regardez, vous entendez des kilohertz par vos oreilles. Vous voyez des térahertz par vos yeux. Mais entre les deux, là, tout ce qui est antenne, on n'a rien pour capter ça comme tel, mais ça agit pareil, mais on n'a pas de capteur. On n'est pas capable de dire, ah là, il y a une fréquence. Ça prend un appareil comme ça là, pour dire qu'il se passe de quoi. Ouais, mais c'est vrai, l'œil, les oreilles, la peau, on est des capteurs, on est des antennes. Absolument. On capte de façon très, très, très spécifique. Très basse fréquence, basse, kilowatts en réseau, c'est très lent. Puis très haute fréquence, les térahertz. D'ailleurs, le Li-Fi s'en vient. Actuellement, l'UQAM est en train d'installer les communications. Ils changent le Wi-Fi pour du Li-Fi. Light Fidelity. Light Fidelity. Donc, c'est des DEL qui clignotent des millions de fois par seconde? Oui, mais c'est à la vitesse de la lumière. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont coder le message là-dedans. Ça va avoir un impact? Je ne sais pas. Pour les épileptiques, je me pose la question, mais on sait que c'est beaucoup plus sécuritaire que des micro-ondes. Oui. Ils ont ça à l'UQAM? Oui. Dans les classes? Oui, ils ont commencé à installer ça, là. Ben, je ne sais pas dans toutes les classes, mais ils ont, je pense que c'est le département de réseau, justement, là, qui ont ça. Peux-tu me brancher sur quelqu'un là, que j'aimerais ça aller là? On va refouiller dans mes notes, je vais voir. Oui, J'en ai parlé, j'ai publié 2 articles là-dessus. Oui. C'était ça, puis encore là, c'est les Chinois qui sont en avance là-dessus, tu sais. Ben, les Français sont pas mal. Là. Ah oui, du Li-Fi. Oh, oui, c'est une invention française, d'après moi. Ah. Le Li-Fi, oui. OK. Puis, par contre, ça ne traverse pas les murs parce que c'est de la lumière. C'est ça. Ben là, tu as un capteur là, tu mets un fil, puis tu traverses un mur. Ou à la limite... C'est plus sécuritaire. C'est ça. Ça ne peut pas être piraté. Le Li-Fi, tu le mets en mode laser, puis tu peux faire des fils virtuels. Tu sais. Quand tu veux relier 2 bâtisses, au lieu de prendre des micro-ondes, un beau laser là, de Li-Fi, puis beaucoup plus rapide. J'étais en contact avec une compagnie du Saguenay, c'est peut-être eux qui l'installent probablement, parce que c'est les pionniers au Québec. Mais c'est vrai parce que c'est une compagnie qui fait aussi beaucoup de micro-ondes, puis qui disent que c'est pas dangereux les micro-ondes. Mais il y a un congrès mondial du Li-Fi cet été à Paris. Ah oui? Ouais. Ah, ça, j'aimerais Ça bouge beaucoup, là. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Il disait qu'en médecine, au niveau du gouvernement, les agences d'information, ils veulent faire ça parce qu'ils veulent être vraiment sécuritaires au niveau du piratage. C'est l'enfer en ce moment. Là. Ben oui, c'est le free for all. Là. Ça, moi, j'ai même un laboratoire pour mes étudiants. Ça s'appelle Hacking résidentiel. C'est un titre, on ne fait pas du hacking pour le vrai, là. Ouais. Parce qu'on allume un sniffer, OK, de réseau. Un sniffer? Un sniffer, oui. C'est un appareil qui capte les trames qui sont dans les airs. Je dis, là tu es chez toi. Puis souvent, les étudiants... Pour voir si t'es piraté, un sniffer? Non. Ben, tu pourrais le voir comme ça, mais ça capture qu'est-ce qu'il y a sur le réseau. Soit tu dis, ben, capture ce qui arrive sur ma carte réseau, mais ça, c'est pas pratique parce que ta carte réseau reçoit juste qu'est-ce qui est destiné à toi. Ouais. C'est ton adresse. Ou les broadcasts qui sont envoyés à tout le monde. Parce que les commutateurs Internet, c'est des machines intelligentes.
ils ne partagent pas la bande passante avec tout le monde, donc c'est beaucoup plus rapide. Chaque corps a sa vitesse indépendamment du trafic sur la machine. Mais aussi, ce qui est acheminé, moi je download une page web, c'est à mon adresse à moi de ma carte réseau. Fait que l'équipement, le commutateur, lui, il regarde, cette adresse MAC-là, ah oui, c'est mon port numéro 2. Personne n'en reçoit rien. Fait que j'ai beau être à côté puis allumer quelque chose qui va capturer les trames, je ne vois pas les trames qui sont envoyées là. Oups, OK. Mais, dans mon lab hacking résidentiel, en guillemets, c'est pour rendre ça, les étudiants un petit peu plus jeunes, là, la technologie est un peu ennuyant, mais avec un titre comme ça lui permet de faire le laboratoire. Tu sais. C'est qu'ils sont chez eux, ils allument leur Wireshark, c'est-à-dire le sniffer de paquet, le logiciel qui capture, puis je dis, regarde, là, tu choisis ta carte Wi-Fi, okay? Celle qui est sans fil. Puis là, toutes les ondes qui sont autour, sur le même canal que lui, il va les voir. Okay? Il y en a beaucoup qui sont sur le même canal, parce que par défaut... Les voisins. Les voisins. Regarde, tu peux voir, puis là, tu vas voir là-dedans, tu peux même aller voir sur quel site web ils sont. Juste en bas, ça va le marquer, www.quelque-chose.com, Puis si jamais il y a des mots de passe qui sont envoyés, quoi que c'est rare aujourd'hui, mais en tout cas, ben, c'est tout crypté. Mais si jamais il y a des mots de passe pas cryptés, tu vas y voir, ça va être là aussi. Username, c'est pas crypté. Password, c'est pas crypté, tu vas le voir. C'est qui ton voisin? C'est un des logiciels utilisés par les pirates? Oui, ben en réseau, on s'en sert pour analyser le réseau. Parce que le réseau, c'est comme une ville. Tu sais, pour nous autres, en réseautique, on voit ça comme une ville. On est gestionnaire des transports de la ville. Ouais. Puis chaque véhicule dans une ville, pour nous autres, c'est une trame. Tu as un début et une fin de bits qui contient des données, des adresses, puis des bouts de page web ou des bouts de fichiers, puis ça se promène sans arrêt, là, puis sans arrêt, tu sais. D'un point A à un point B, d'un serveur à un poste de travail. Ça finit sur un écran, mais c'est envoyé, c'est binaire, c'est des 0 et des 1, codés, électriques. Tu leur enseignes quoi avec ça? Comment se protéger contre les pirates ou non? Ben, je les sensibilise. Ils ont un cours de sécurité plus tard, plus avancé, dans les sessions avancées. Mais dans ce cours-là en particulier, c'est plus pour leur dire... comment diagnostiquer? Pour leur faire comprendre que si quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi fait ça, il va pogner plus d'affaires que toi, là, puis il va comprendre pas mal plus d'affaires que toi. Je dis, regardez, vous êtes chez vous, branchez-vous. Votre routeur sans fil, il y a 4 ports habituellement, là. Branchez-vous, tu sais. C'est plus rapide, puis c'est plus sécuritaire. Là, ils comprennent la notion de sécurité. Parce que là, ils sniffent d'autres trames auto. Regardez, là, vous avez ça. Il faut même vous brancher. Soit tu le vois, l'autre peut te voir aussi, puis capter ton information. Ça les fait ça. Puis je leur parle un petit peu des problématiques qui peuvent arriver avec le Wi-Fi, tu sais. Il y a une blague sur, ben ça c'est plus dans le cours de réseau, le cours qui s'appelle le matériel PC, où il y a beaucoup de choses qu'on touche au matériel réseau là-dedans. Comme je leur dis en blague, regardez, les ondes radio, c'est comme la pollution automobile, tu sais. Si ta maison n'est pas en dessous du boulevard métropolitain, tu en respires de la pollution automobile. Tout le monde en respire. Il y en a dans l'air partout, du benzène, là. Mais s'il y en a 0.0000001, tu vas peut-être pogner le cancer du poumon, mais que tu ailles 1200 ans. Est-ce qu'il y en a ici qui vont se rendre jusqu'à 1200 ans? Non, ben on s'entend que c'est... Il y en a qui ont une meilleure génétique aussi, puis une meilleure mode de vie. Je leur explique ça pour essayer de ne pas être trop alarmiste, tu sais. Pour qu'ils tendent une oreille. Parce que je disais que, surtout les jeunes, quand ils sentent que c'est un petit peu alarmiste ou un peu trop sérieux. Ouais. Bah, mais ton lecteur de radiofréquence, est-ce que tu l'utilises en classe pour montrer si les appareils sont allumés ou non? Parce que on me dit, José Lévesque me disait qu'il y a des produits de Bell, entre autres, que tu l'éteins, l'émetteur, puis il émet encore. Il y en a qui sont difficiles à enlever, les émissions de micro-ondes. Le Wi-Fi, le Bluetooth, il y en a qui ont de multiples antennes ou qui émettent tout le temps. Hein? Oui. Pour la télé, Bell Fibre, ça a l'air que ça émet tout le temps. Ah. Même si tu es câblé. Ah. Moi, en tout cas, j'ai fibre à la maison. Puis la condition pour l'installer, c'est que tu me donnes le mot de passe pour que j'accède pour éteindre le Wi-Fi. OK. Puis tu as mesuré, puis c'était correct. J'ai mesuré, puis il n'y a rien. OK. Parce que certains appareils, semble-t-il, qui sont... Ben tous les portables aujourd'hui, ils ont 3-4 réseaux. Tu as du Bluetooth, tu as du Wi-Fi,
puis tu as la capacité d'Ethernet avec fil. Même si on enlève le port pour dissuader le monde de l'utiliser, tu peux prendre un petit adapteur USB, puis tu as quand même du Ethernet filé. Quand tu dis que vous partagez l'information, c'est juste par courriel dans le RESQ Laurentide? Oui, par courriel. Est-ce que c'est déposé aussi sur base Laurentide le refuge? Non. Ce serait le fun que toute l'information documentée soit au même endroit. Bien, l'information documentée... beaucoup sur mon site, évidemment. Oui, c'est ça. Il y a tellement de bons sites que... Tu ne veux pas réinventer la roue. Je ne veux pas réinventer la roue. Tu sais, moi, je vais les envoyer à la maison du 21e siècle ou Basse Laurentide Refuge ou des fois un autre site en anglais. Explorer ces sites-là, eux autres, ils font ça. Puis ils mettent du temps là-dessus. Là. Il y a RESQ aussi, là, provincial, qui lui a son propre site. Les études sont là, c'est l'endroit pour le faire. Moi, c'est pas ça. Pour Laurentide le Refuge, c'est plutôt voir des gens. Tu sais, que les gens se voient. C'est du support moral aussi. Et c'est du support moral en même temps, puis on s'échange des trucs. Puis oui, les infos sont là, mais tu sais, quand tu es toujours tout seul, isolé, puis tu vois personne, ben c'est le fun de voir qu'il y en a d'autres. Puis des témoignages d'un autre, ah ben regardons ça, j'aurais jamais pensé ça, ou ben non, ah ben moi c'est pareil. Puis ça fait du bien, tu sais, ça détend les motifs, ça aide à supporter l'assaut électromagnétique. Là, je vois que ma batterie est à terre en plus du téléphone qui sonne. On va cesser l'enregistrement. Mais merci beaucoup, Roger. C'est un beau partage. Ça fait plaisir. Ça va être bien utile.